Eh bien, il semblerait qu'il soit l'heure de fermer les yeux, chers auditeurs, et de se laisser bercer par l'une des petites histoires de Nicolas. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui a débuté sa carrière musicale dans les années 80, mais qui a vraiment connu un succès retentissant à partir des années 90, puis après avec les années 2000. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de musique électronique avec un artiste que j'adore qui s'appelle Aphex Twin. D'accord. Donc, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo, hein. Son vrai nom, c'est Richard D. James, D'accord. et qui a en quelque sorte révolutionné la musique électronique, et en particulier le style qu'on lui a attribué. Donc pareil, c'est des étiquettes, donc ça veut pas dire que lui ici s'y identifie, mais bon, c'est plus les critiques qui l'ont attribué à ce style, le style IDM pour Intelligence Dance Music. D'accord. C'est-à-dire que un peu en opposition à l'époque avec la musique techno où c'est que des boom boom, là c'était dans l'idée d'une musique électro et techno mais un peu plus recherchée. Et il va être aussi rattaché à l'ambiante, donc c'est-à-dire l'électro expérimental et atmosphérique. Je pense qu'on a tous eu un peu une idée de ce que c'est. Et donc tout ça, c'est des sous-genres de la musique électronique et de la musique techno. D'accord, ok. Donc l'influence d'Aphex Twin va aller beaucoup plus loin que ces styles, et il va inspirer des artistes extrêmement variés. Il y en a que vous connaissez forcément, parce que il y en a qui l'assument en tant que modèle. Donc on peut citer Björk, Daft Punk, Radiohead, aussi Die Antwoord. Tout ça, c'est des gens en fait qui vont s'influencer de sa musique, D'accord. parce que Aphex Twin a cette particularité de beaucoup parler aux musiciens plus qu'au grand public. Donc c'est pas vraiment un artiste grand public, donc je fais des guillemets avec mes mains, mais on les voit pas, dans le sens où en fait il est assez peu porté sur son image, sur la communication. Il communique très peu en fait sur son œuvre. Il fait très rarement des concerts, et c'est vrai que les personnes que je connais qui connaissent Aphex Twin, en fait c'est des gens qui côtoient de près ou de loin le monde de la musique ou de la création artistique, à qui il parle beaucoup plus en fait. Après c'est un peu peut-être un jugement de ma part, mais c'est vrai que c'est pas, enfin je sais pas si vous le connaissez vous. Pas du Pas du tout, Absolument tout. non. pas. Je m'y connais pas beaucoup en fait. En fait, après, si j'entends, peut-être que ça me dira quelque chose, mais j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à retenir les noms des artistes. Mais Donc Aphex Twin, c'est une personnalité qui est plutôt discrète dans la vie. Il a tendance à aller aussi à contre-courant des genres musicaux et aussi de l'industrie de la musique à travers toutes les époques qu'il traverse. Donc, depuis les années 80, c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles musicaux qui ont évolué, beaucoup de genres, et il a tendance à un peu bouleverser tout ça. Je vais pas paraphraser Wikipédia en développant en détail sa vie et sa carrière, mais je voulais quand même vous en parler parce que personnellement, comme vous l'avez compris, je l'adore, hein, je le porte vraiment au nu. Il est facile dans mon top 10 de mes artistes préférés de tous les ah oui, temps. d'accord. Et en toute non-objectivité, c'est un génie, voire un dieu de la musique électro, hein. Effectivement, on sent que tu l'admires, quoi, Ouais. ça s'entend. Donc on va quand même un petit peu revenir sur sa vie et son œuvre, ce qu'il a fait, afin d'avoir une vision un peu globale du personnage, parce que c'est vrai qu'il est assez particulier quand même. Donc ce qui est fascinant, c'est que Richard D. James, il adore donc brouiller tous les genres et imposer sa propre vision de la musique. En ça, en fait, il va, dans sa démarche, s'éloigner très fortement des circuits classiques de la production de la musique. Donc, c'est-à-dire qu'il va multiplier, par exemple, les maisons de disques, là où des artistes vont s'attacher à un label ou une maison de disques. Lui, il va signer avec différents labels, différentes maisons de disques, en changeant aussi son pseudonyme. Il n'est pas connu que sous le nom de Aphex Twin, mais il y a tout un tas d'autres pseudos qui lui sont associés. Pareil pour le marketing, il va complètement aller à l'encontre de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire avec des campagnes de promotion, etc. Lui, il va avoir tendance plus à dissimuler un peu ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'au début d'Internet, il va commencer à cacher des infos sur les forums, des trucs où ses fans en fait vont essayer de découvrir des infos pour essayer de trouver quel est son prochain album, qui se cache sous tel pseudo, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc. D'accord. Donc tout commence en fait par son approche autodidacte de la pratique de la musique. Il n'a pas une grosse culture musicale quand il commence, mais il a une passion en fait pour le son. Il a aussi une formation dans l'électronique. Ouais. Et en fait, très jeune, il va s'amuser à créer ses propres sons en bricolant des synthés pour les reprogrammer comme il le souhaite pour faire vraiment ce qu'il veut. Donc déjà, ça va à l'encontre un peu de la formation de base d'un musicien qui va apprendre la musique et puis qui va créer. Lui, il va d'abord créer
et après écouter un peu ce qui se fait. Donc au départ, il va devenir DJ à ses heures perdues, et il va passer en soirée ou en rave party ses propres sons. Et c'est comme ça en fait qu'il va un peu se faire repérer par d'autres artistes contemporains à lui, sachant que voilà, il aurait très bien pu tomber dans l'oubli assez rapidement, mais c'est vrai que il a fallu plusieurs concours de circonstances pour qu'il rencontre les bonnes personnes qui s'intéressent à lui et que rapidement ses premiers EP, enfin son premier EP d'ailleurs, soient relayés à la radio, donc à Londres. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un artiste britannique. D'accord. Et du coup, ça va mener en 1992 à la sortie de son premier album, qui est absolument culte, qui s'appelle Selected Ambient Works 85-92. Donc c'est un album de musique d'ambiance électronique. Et du coup, à la manière de ceux qui ont su, de ces albums futurs, en fait, il va nous livrer des sons qui sont assez intemporels, qui paraissent toujours remarquablement actuels, hein, malgré le fait qu'ils aient été faits dans les années 80 et 90, voire un peu futuristes aussi. T'as des sons un peu électroniques qui font penser à de la science-fiction, des robots, des trucs comme ça. Ça va être des musiques qui vont être planantes, avec beaucoup de nappes de synthé assez aériennes, avec des lignes de basse qui sont profondes et rythmées, et des sonorités un peu mélancoliques, ou parfois plus dynamiques, qui vont être basées en fait sur le modèle de pistes sonores superposées. C'est un peu comme la musique assistée par ordinateur de nos jours. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà un petit peu touché, mais bon, on crée une piste musicale, on en remet une par-dessus, on en remet une par-dessus, etc., etc. Donc lui, c'est ce qu'il va faire en fait dès les années 80, en bricolant des synthés et en enregistrant sur des cassettes. Donc tout au long de sa carrière, son style musical va conserver en fait des caractéristiques qui sont similaires, comme celles que j'ai citées, et même si sa production va être extrêmement variée. Donc il va toucher à quand même pas mal de choses, mais on peut définir une constante. Donc il y a beaucoup de musique avec des rythmes qui vont être déstructurés, mais extrêmement précis, des nombreuses boucles sonores qui vont se superposer, et du coup ça va créer un truc assez complexe. D'ailleurs, il y a des gens qui essaient de reprendre ces morceaux et on n'arrive jamais à ce côté, à cette subtilité aussi aboutie que lui fait, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui sait faire sa musique. Et d'où le terme d'IDM, donc Intelligent Dance Music, qui émerge parmi les critiques musicaux de l'époque qui vont suivre sa carrière tout du long. Donc il va sortir plusieurs EP, compilations et albums avec d'autres pseudonymes, donc parmi lesquels Caustic Windows, AFX, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est de chercher sur Google, vous tapez Aphex Twin discographie, vous allez sur Wikipédia et vous allez voir que c'est un artiste extrêmement prolifique. Il a une discographie impressionnante et d'ailleurs ce qu'il dit dans les rares interviews, c'est que c'est que une partie de ce qu'il a publié. Donc après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si. Mais d'ailleurs, même sur Wikipédia, quand tu vas sur sa page Wikipédia, Oui. ça te renvoie à une autre page Wikipédia sur sa discographie. Ouais, exactement. Tu vois qu'il y a plein de choses. Et je vous conseille tout. Hein. Tout est bien. Il y a rien à jeter dans sa musique. C'est ça qui est terrible. Donc sa méthode de travail pour créer tout ça, elle est assez particulière. Et en fait, il peut passer des années à peaufiner ses morceaux avant que ceux-ci sortent officiellement sur un EP ou sur un album. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend... ce qu'il disait en interview, c'est qu'il lui faut entre 6 mois et 6 ans, à peu près, pour qu'il soit satisfait d'un morceau dans sa version finale. Donc c'est quand même quelqu'un qui est toujours un peu à la recherche de la perfection. Un petit peu perfectionniste, ouais. Ouais, un petit peu. Ouais, effectivement. On va voir que c'est un personnage un peu fantasque. Et en fait, il revient beaucoup sur ses pistes, et ce qui aboutit parfois à plusieurs variantes d'un même morceau sur ses albums ou sur ses EP. Même si ça a le même titre,
même si on reconnaît un petit peu les mêmes lignes sonores, des fois ça peut être extrêmement différent, hein, sur un même morceau qui va ressortir en plusieurs versions. C'est assez fascinant à voir. Donc dans les rares interviews qu'il donne aussi, il donne des petites indications sur sa méthode de travail, sur ce qui le motive. Et on voit que on sait pas si c'est du troll ou pas, mais en tout cas, il aime bien donner des informations qui sont un peu aberrantes. Comme quoi, il dit qu'il aime bien composer la nuit, que en fait ce qui le motive c'est se priver de sommeil, ou au contraire de faire des rêves lucides, tout ça pour l'inspirer. Il y a aussi une interview qu'il a donnée, il me semble, l'an dernier. Il disait que ce qui l'inspire en ce moment, c'est le calme et le silence. Et l'ennui aussi. Donc, ce qui est très bizarre, hein, pour un artiste. Donc en 1995, il sort un autre album culte qui s'appelle I Care Because You Do, où se trouve en couverture son propre visage. Ce qui permet en fait d'illustrer également le côté très visuel d'Aphex Twin. Et à partir de là, en fait, il va beaucoup s'attaquer à s'auto-parodier son propre visage en le déformant sur plein de visuels, en accentuant ses traits, jusqu'à lui donner parfois des airs carrément monstrueux et complètement difformes. Ça aussi, c'est une particularité qui le caractérise. Et ça va connaître son apogée en 1997 et en 1999. Donc en 1997, il y a son EP qui sort, qui s'appelle Come to Daddy, qui va être adapté en clip par le réalisateur Chris Cunningham, qui est un réalisateur de clips, puis avec en 99 le clip Window Licker. Donc ces deux clips, si vous les avez jamais vus, je vous conseille de mettre en pause cette écoute et vous foncez les voir, vous revenez après. Parce qu'en fait c'est un parfait mélange, mais complètement halluciné d'humour, d'horreur. C'est complètement dérangeant, il y a aussi c'est un peu humoristique, c'est une atmosphère hyper malaisante, voire un peu malsaine, où en fait Aphex Twin il va mettre son visage déformé en scène dans des situations qui sont absurdes et aussi un petit peu flippantes. Ça c'est assez rigolo ces deux clips. C'est un peu malaisant des fois à regarder. Et d'ailleurs pour l'anecdote, en fait moi Aphex Twin c'est un artiste que je connais depuis le lycée. Et au lycée je suivais un parcours d'histoire de l'art. Et on avait un prof qui nous donnait des cours d'études audiovisuelles. Et on faisait des analyses, des études de scènes de cinéma, de films. Et on avait aussi des études de clips. Et en fait on avait un cours sur le clip de Window Licker justement. Et il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je veux pas en parler si vous l'avez pas vu, mais vraiment foncez le voir, hein. C'est assez sympa. Donc ces deux clips, en fait, ils vont connaître un immense succès, mais malheureusement, en fait, Aphex Twin, à partir de là, il va plus trop aimer faire des clips. En fait, pour lui, il préfère que l'auditeur, en fait, se concentre sur sa musique. Et donc, selon lui, en fait, l'image empêche à l'écoute de se concentrer sur sa musique. Ce qui est pas forcément vrai, hein, dans les faits, mais en tout cas c'est l'explication qu'il donne. C'est une façon de voir les choses. Ouais, c'est clair. Donc à partir du début des années 2000, il va continuer ses expérimentations musicales.
notamment par la musique assistée par ordinateur. Il va dire en fait qu'il a créé son propre logiciel de musique, on le croit sur parole, et il va utiliser beaucoup de séquenceurs, de boîtes à rythme, de synthés, qui sont très rares. Parfois, il y a des synthés qui existent en très peu d'exemplaires dans le monde, et il en possède une copie. Il a aussi des instruments qui sont complètement customisés. Et en 2001, il va sortir un album qui s'appelle Drugs, qui est un parfait exemple en fait de ces sons arythmiques, très noisy, avec beaucoup de bruit. Et aussi, il va mélanger, en fait, comme tu parlais de la musique savante, Marc, Ouais. il va aussi faire des sortes de musique, je refais des guillemets, mais classique, mais contemporaine. D'accord, ah oui, ok. Ah, ça va être intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a forcément des titres que vous connaissez d'Aphex Twin à écouter. Je pense que ce soit dans des publicités, des films ou quoi, c'est vrai qu'il est assez repris. Récemment, je crois que j'avais vu un reportage à la télé où il mettait ses musiques en illustration. En fait, c'est des musiques qui sont un petit peu passe-partout aussi, parfois. Donc son activité, elle va continuer jusqu'en 2006, et à partir de là, il va connaître une période un peu de creux. En 2003, c'est un peu la période, la mode des remixes dans l'industrie de la musique. Ouais. Donc c'est une manière un peu facile de faire de l'argent, donc il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de boîtes de production qui sortent des albums de remix. Et Aphex Twin, du coup, il va un peu mettre son grain de sel, et il va sortir un album qui s'appelle 26 Mixes for Cash, ou en français 26 remixes pour faire de la thune. Et sans surprise, il va conserver son originalité en sortant des remixes qui vont être extrêmement travaillés et de grande qualité, d'artistes pas forcément hyper en vogue, enfin si, il y a des artistes qui vont être très connus, mais en tout cas des morceaux pas forcément très connus, d'artistes comme par exemple Nine Inch Nails, David Bowie, Saint-Étienne, Ah, DMX Crew et bien d'autres. Enfin, il y a l'album 26 Mixes for Cash, il est vraiment génial. mhm. Et vraiment, pour un album de remix, c'est assez particulier. Alors je crois, il me semble que ça répond à une commande d'une maison de disques, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y a beaucoup. C'est un artiste qui aime beaucoup s'entourer de mystères, hein, Aphex Twin. Donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux, la réalité de la légende autour du personnage. Parce qu'en fait, Ouais, il a su se bâtir une véritable légende autour de lui. ouais, quoi. c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui adore l'anonymat, et surtout au début de la musique techno, électro, il y a beaucoup de DJ, de producteurs de musique qui étaient un peu anonymes. On le voit un peu avec Daft Punk qui essaie de conserver cette image un peu anonyme. Et c'est vrai qu'à la mode, enfin à l'époque, c'était un peu la mode à la fin des années 90 d'avoir des musiciens un peu anonymes. Et du coup, en fait, avec les années 2000 et un peu l'extension d'Internet, les réseaux sociaux, etc., en fait, il s'est un peu coupé de tout ça pour conserver cette image du musicien techno des années 90, en fait. D'accord. En 2014, il va marquer un peu son retour, donc après presque 7 ans on sait pas trop ce qu'il faisait, avec un album qui s'appelle Sairo. Pour la petite histoire, à cette époque, moi, en fait, j'avais des potes qui étaient fans d'Aphex Twin. En 2014, on spéculait énormément sur le contenu de cet album, parce que du coup, on regardait en ligne ce qu'il y avait des sites internet qui étaient assez mystérieux, enfin, il y avait beaucoup de teasing un peu étranges. Il me semble qu'aussi ça... Alors, pareil, je sais pas si ça vient de lui ou si c'est sa boîte de son label qui avait mis des liens pour aller sur le dark web où on pouvait trouver des informations, etc. Donc ça allait vraiment très très loin. Après, ça va être Aphex Twin, il va aussi beaucoup aller sur SoundCloud, sur lequel il va poster presque 268 musiques sous des comptes anonymes. Donc c'est-à-dire que personne ne savait que c'était lui. Et il a fallu que les gens se penchent dessus, reconnaissent enfin, un peu les sonorités qu'il développe, etc., pour se rendre compte que c'était vraiment lui. Après, il va aussi l'annoncer dans des interviews. Il me semble que ses comptes ont été supprimés depuis. Mais en tout cas, c'est bien de son fait, de son initiative, hein, cette démarche. Donc en fait, on voit qu'il brouille un peu les pistes, et ces opérations de com, elles sont vraiment hyper bizarres. Hein. On sait pas trop en fait ce qu'il cherche à faire, mais en tout cas ça marche. Il y a un public, il y a des gens qui cherchent, et je vous avoue que c'est assez rigolo. En 2016, il va sortir
un EP qui s'appelle Cheetah. Et là, pareil, il va aller un petit peu à contre-courant. Il va sortir un clip sur YouTube. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas sorti de clip. Et où on y voit un gamin qui a un masque avec la tête d'Aphex Twin et qui fait un peu des conneries, genre il danse un peu partout dans la rue. Et en fait, on apprend plus tard que en fait, le gamin est fan d'Aphex Twin et il a 12 ans et c'est lui qui a réalisé le clip. En 2018, donc il y a son dernier EP en date qui s'appelle Collapse, qui est un clip avec un clip qui est accessible sur YouTube, qui devait à la base être diffusé à la télé. Mais là, je cite un truc que j'ai trouvé en ligne parce que je trouve ça génial. Donc je cite, qui a été annulé car les images le font échouer au test de Harding, qui est censé mesurer le risque d'épilepsie photosensitive chez le téléspectateur. Ah ouais, d'accord. Donc si vous êtes épileptique, n'allez pas voir ce clip. Sinon, allez le Ouais, voir. bah oui. C'est vrai qu'il est un petit peu déjanté. Il y a beaucoup d'images. C'est très flashy. C'est un peu des images fractales qui se répètent avec beaucoup de couleurs. Enfin, c'est assez intéressant. Et en plus, la musique est bien. Donc tout ça, on voit que ça contribue à en faire une sorte de personnage un peu hors du commun. C'est un personnage nimbé de mystère et auto-alimenté par sa légende. Du coup, il va être beaucoup sollicité par les médias. Le truc, c'est que lui, il veut rester très discret. Et il va réaliser très peu d'interviews durant toute sa carrière. C'est extrêmement difficile pour les médias de le rencontrer en personne. Souvent, il accepte de répondre par mail ou à distance. Et c'est vrai que quand il accepte de donner une interview, du coup, c'est lui qui définit l'heure, la date, l'endroit. Et c'est les journalistes qui y vont parce que ça arrive qu'il se passe des années avant qu'il accepte de répondre à tel ou tel média. Donc ils se saisissent de l'occasion à chaque fois. Il y a très peu d'informations également sur sa vie privée. Et le peu qu'on en sait, ça donne l'image d'un personnage qui est assez fantasque. Et du coup, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que c'est quelqu'un qui adore troller, en fait, qui adore troller les médias, qui adore troller son fan, le public, même pendant les concerts, on va y revenir après. Et donc, si on reconstitue un peu sa vie privée, d'ailleurs, la page Wikipédia ne présente pas toutes les infos que j'ai trouvées, parce que c'est vrai que j'ai recoupé pas mal d'interviews, pas mal d'articles sur Aphex Twin, et il n'y a pas d'endroit qui répertorie un peu toutes les anecdotes. Mais bon, parmi les anecdotes un petit peu rigolotes que j'ai vues, donc dans les années 2000, à Londres, il vivait dans une ancienne banque désaffectée, et sa chambre était dans le coffre-fort de la banque. C'est assez drôle. Aujourd'hui, il vit à la campagne dans un petit village en Écosse de 300 habitants. Il est complètement isolé de la grande ville, etc. Autre anecdote, il a apparemment acheté un sous-marin militaire. Ah. Et aussi un tank. Un tank. Ah oui, d'accord. Juste pour le plaisir. Carrément, quoi. D'accord, ok. Donc ça, il y a des photos. Il y a des photos du tank. On le voit avec son tank des fois. C'est complètement hallucinant. Je sais pas s'il a encore, si c'était juste une passade. Si ça se trouve, c'est même pas lui, mais c'est comme ça. Donc il adore en fait troller Internet, ses fans, notamment via les forums. Donc c'est un artiste de la fin des années 90, du début des années 2000. Donc au début, il était pas mal présent via les forums sur sa communauté, au contact de ses fans. Et il lançait pas mal d'allégations un peu complotistes ou alors des anecdotes farfelues. Et par exemple, il y a un truc qu'il disait, c'est qu'il acceptait que les paiements par cash, parce qu'il voulait absolument que personne n'ait ses données bancaires. Pareil, ça semble être un peu hard quand même. Donc Aphex Twin, c'est un artiste qui est assez solitaire. Il est assez discret et aussi il refuse d'être associé à la grande industrie de la musique. Les labels avec qui il a travaillé, c'est que des labels indépendants.
Du coup, il y a beaucoup comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup d'artistes qui sont fans de lui, hein, qui aimeraient collaborer avec lui. Et du coup, il a refusé déjà à Radiohead, à Madonna, à Björk. Il y a un truc qu'il dit en 2014, c'est « Je pense qu'il faut être fou pour être célèbre. Moi, je ne suis qu'à moitié fou parce que je ne suis qu'à moitié célèbre. Mais si tu es comme Madonna, alors tu as vraiment un problème mental. » Donc ce côté trip égocentré et indépendant, ça a poussé de nombreux programmateurs de clubs et de festivals à le démarcher, et parfois pour des sommes faramineuses. Je sais pas si... il refuse très souvent ce genre de proposition. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment purement intéressé par la célébrité et par l'argent, parce que il y a un de ses albums, par exemple, qui s'est vendu, un album à tirage unique qu'il a vendu aux enchères. Il a tout reversé à des œuvres caritatives. Et pareil, les sommes que proposent les festivaliers pour qu'ils jouent sont vraiment hallucinantes. Pourtant, ces apparitions sur scène sont aussi extrêmement rares et sont connues pour être parfois très chaotiques. En fait, c'est un mec qui troll jusqu'au bout, hein, même pendant ses concerts. Et du coup, chaque prestation est totalement inattendue. Donc l'an dernier, par exemple, il était au festival californien Coachella. Il a fait un set musical qui mêlait de la techno industrielle, bien lourde, et des cris de bébés. Et du coup, ça donnait une ambiance apparemment terrorisante et terrifiante. Horrible, c'est clair. C'était à peu près, je crois que c'est l'an dernier aussi, il est passé à Rock en Seine. Donc je voulais vraiment aller le voir, mais j'avais un truc de prévu dans ces eaux-là, donc j'ai pas pu prendre ma place. J'étais très très déçu. Après, j'avais vu quand même ses concerts en ligne, parce qu'il y a pas mal de rediffusions sur YouTube. Je crois qu'il y a même un concert que j'avais vu en direct en Amérique qui était retransmis sur YouTube. Et en fait, ces shows, ça devient un peu des œuvres d'art contemporain. C'est des expériences sonores et visuelles totales, en fait. Donc c'est des concerts qui sont assez brutaux, assez éprouvants, qui sont un peu hypnotiques et parfois même insupportables, hein, tellement il y a du son et des images un peu partout. C'est soutenu aussi par des projections d'images parfois à caractère un peu politique ou critique envers les vices de l'humanité, où on voit des visages aussi déformés qui trollent les personnalités actuelles. Donc, c'est ce qu'il a fait par exemple à Rock en Seine, où en fait il projetait des images du monde politique et des médias français, mais complètement déformées, un peu de manière monstrueuse. Petite anecdote aussi, à une époque j'avais un pote en fait qui allait aux États-Unis exprès, je crois qu'il y est resté 3 jours juste pour voir un concert d'Aphex Twin. Il était allé à New York ou à Boston, il avait économisé avec sa copine juste pour aller au concert. Ils s'en foutaient de visiter le pays, c'était juste pour aller voir Aphex Twin. C'était assez marrant. Donc voilà, vous avez un peu l'aperçu du personnage et de sa musique. Donc je vous encourage vraiment à écouter un peu ce qu'il fait. Il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. C'est quelqu'un qui a une influence énorme dans le monde musical, qui va être cité par beaucoup d'artistes qui sont très connus, mais aussi, et c'est ça qui est assez rigolo, en fait c'est une référence même depuis les années 90. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des chroniques ici, ou je pense d'auditeurs qui aiment les films d'animation, enfin l'animation japonaise. Il y a un animé que j'adore qui est Macross, et dans Macross Plus, qui est sorti en 94, Ouais. il y a une référence à Aphex Twin. D'accord, oui. Et ça, c'est fou quand même. Donc la musique de Macross, c'est fait par Yoko Kanno, une compositrice qui travaille dans le domaine de l'animation, qui est assez connue. Et c'est vrai que elle cache pas sa passion pour Aphex Twin. Et à un moment, on voit une image presque subliminale où on voit en fait la pochette de l'album d'Aphex Twin. Le pitch, l'histoire, ça se passe dans le futur. Et du coup, on a l'album Selecting Ambient Work, volume, je crois, 27, un truc comme ça. Donc ça, c'est assez marrant à voir. Donc voilà, pour Aphex Twin. Je sais pas si vous voulez qu'on revienne sur des points ou si vous avez des questions. Ça a l'air d'être un sacré personnage, effectivement. Ouais. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai l'impression que les musiciens sont souvent un peu des sacrés personnages Oui. quand même. Là, c'est un bon troll aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Chaque fois qu'Alexandre nous parle d'un rocker ou d'un musicien, à chaque fois, c'est des gens qui mangent des chauves-souris ou sont drogués. Enfin là, c'est un peu le même genre de délire. Là, en fait, je trouve que c'est un peu même inverse, parce que souvent, c'est des gens qui vont être assez charismatiques, assez extravertis, alors que là, Aphex Twin, c'est quelqu'un qui est quand même très introverti, très discret.
Et en fait, tout ça, je pense que, à mon avis, c'est un mec qui voulait peut-être pas être connu, enfin rester peut-être dans l'anonymat. Et je pense, voilà, après c'est des spéculations, peut-être qu'il se fait dépasser Il a par tout réussi à ça. détourner le truc en fait. Et je pense que voilà, c'est des moyens un peu détournés pour noyer le poisson, pour rester un peu en dehors des radars des grandes personnalités. Ouais, pour juste continuer à faire de la musique tranquille sans qu'on C'est ça, sans qu'on c'est l'embête ça, comme parce que ça, sa passion, c'est de faire sa musique dans C'est ça son qui est beau coin. aussi dans l'anonymat. Ouais, quoi, ouais. d'une certaine manière. C'est clair. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.